Partie 1. L'esclavage du bruit intérieur. Il y a une souffrance silencieuse qui dévore les hommes de notre époque. Elle ne hurle pas, elle ne fait pas de bruit, elle ronge lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce que tu étais censé devenir. C'est le bruit intérieur, le chaos mental incessant qui te fait tourner en rond, qui te paralyse, qui te vole ton énergie vitale et te laisse épuiser avant même d'avoir commencé à combattre. La plupart des hommes vivent toute leur existence dans ce tumulte mental sans même savoir qu'il existe une alternative. Ils pensent que cette tempête de pensées est normale, que c'est simplement comme ça qu'on est censé vivre. Ils se noient dans leurs propres pensées, incapables de trouver le rivage du silence. Et pendant ce temps, leur vie leur échappe seconde après seconde, jour après jour. Le bruit intérieur est cette voix qui te dit que tu n'es pas assez bon. C'est cette anxiété qui te réveille à 3 heures du matin en te faisant rejouer les conversations embarrassantes que tu as eues il y a 5 ans. C'est cette peur constante de l'avenir, cette obsession du passé, cette incapacité à être présent dans l'instant où tu te trouves réellement. C'est ce bavardage mental qui te fait croire que tu réfléchis alors qu'en réalité, tu ne fais que tourner en rond dans les mêmes schémas mentaux destructeurs. Ce bruit n'est pas ton ami, il n'est pas ton conseiller sage, il n'est pas cette petite voix de la raison que tu crois qu'il est. C'est ton ennemi le plus redoutable, celui qui vit à l'intérieur de ta propre forteresse, qui connaît toutes tes faiblesses, qui sait exactement comment te paralyser. Et le pire, c'est que tu lui as donné les clés. Tu l'as laissé prendre le contrôle sans même te rendre compte de ce qui se passait. Les anciens maîtres de l'Orient avaient compris cette vérité fondamentale il y a des millénaires. Ils savaient que le plus grand combat de l'homme n'est pas contre les forces extérieures, mais contre ce tumulte intérieur. Ils savaient que celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie, et celui qui en est l'esclave sera toujours en guerre contre lui-même, peu importe ses succès extérieurs. Regarde autour de toi. Combien d'hommes semblent avoir tout ce qu'il faut pour réussir, mais restent paralysés par leurs propres pensées? Combien possèdent l'intelligence, les ressources, les opportunités, mais ne font rien parce qu'ils sont emprisonnés dans leur propre mental? Combien ont des rêves, des ambitions, des désirs profonds, mais passent leurs journées à ruminer, à hésiter, à se noyer dans l'analyse paralysante au lieu d'agir? Le bruit intérieur te vole quelque chose de bien plus précieux que ton temps ou ton énergie. Il te vole ta capacité à être pleinement vivant. Il transforme chaque moment présent en un champ de bataille mentale où tu te bats contre des ennemis imaginaires, où tu rejoues des batailles déjà perdues, où tu anticipes des catastrophes qui n'arriveront jamais. Tu deviens un fantôme dans ta propre vie, physiquement présent mais mentalement absent, toujours ailleurs, jamais ici. Cette condition n'est pas une fatalité. Elle n'est pas gravée dans ton ADN. Elle n'est pas ta nature profonde. C'est une habitude, un conditionnement, un piège dans lequel tu es tombé et dans lequel tu restes parce que tu ne sais pas comment en sortir. Mais il existe une porte de sortie. Il existe un état où le bruit s'arrête, où le chaos se calme, où le silence intérieur règne. Ce silence n'est pas le vide mort, ce n'est pas l'absence de pensée au sens où ton cerveau cesserait de fonctionner. C'est un espace de clarté absolue, où les pensées peuvent exister sans te dominer, où tu peux observer ton propre esprit sans être emporté par lui, où tu reprends le contrôle de cette machine incroyable au lieu d'en être l'esclave. Les hommes les plus puissants que l'histoire ait connus possédaient tous cette qualité. Ce n'étaient pas nécessairement les plus intelligents ou les plus instruits. C'étaient ceux qui avaient maîtrisé l'art du silence intérieur, qui pouvaient rester calmes et lucides pendant que le monde autour d'eux s'effondrait, qui pouvaient prendre des décisions claires pendant que les autres paniquaient. Leur force ne venait pas de l'extérieur, elle émanait de ce centre silencieux qu'ils avaient cultivé au plus profond d'eux-mêmes. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Chaque moment que tu passes dans le bruit intérieur est un moment où tu n'es pas vraiment vivant. Tu es comme un ordinateur qui fait tourner des dizaines de programmes en arrière-plan, consumant toute ton énergie sans rien produire d'utile. Tu es présent physiquement, mais ton esprit est ailleurs.
perdu dans un labyrinthe de pensées inutiles qui ne mènent nulle part. Cette réalité devrait te terrifier, pas de manière paralysante, mais d'une manière qui te pousse à l'action. Parce que si tu continues sur cette voie, tu vas te réveiller dans 20 ans et réaliser que tu as passé ta vie entière prisonnier de ton propre mental, que tu as laissé le bruit intérieur te voler les meilleures années de ton existence, que tu es arrivé à la fin sans avoir jamais vraiment vécu. Le bruit intérieur te fait croire que tu contrôles la situation en pensant constamment à tout. Il te convainc que cette rumination incessante est de la prudence, que cette anxiété chronique est de la prévoyance, que cette analyse paralysante est de la réflexion profonde. Mais c'est un mensonge qui te garde enchaîné pendant que d'autres hommes qui ont maîtrisé le silence intérieur avancent et construisent la vie que tu ne fais que rêver. Il est temps de briser ces chaînes, il est temps de reprendre le contrôle, il est temps d'apprendre ce que les maîtres anciens savaient déjà, que la vraie puissance réside dans le silence, que la vraie clarté émerge du calme, que la vraie force vient de ce centre immobile au cœur du chaos. Partie 2. L'anatomie du chaos mental. Avant de pouvoir maîtriser ton esprit, tu dois comprendre comment ce chaos s'installe et pourquoi il est si difficile à vaincre. Le bruit intérieur n'est pas une entité unique. C'est un système complexe de mécanismes psychologiques qui se renforcent mutuellement, créant une prison mentale dont la plupart des gens ne s'échappent jamais. Le premier mécanisme est ce que les anciens appelaient le singe fou. C'est cette partie de ton esprit qui saute constamment d'une pensée à l'autre, incapable de se fixer sur quoi que ce soit. Une seconde, tu penses à ton travail, la suivante à une conversation que tu as eue hier, puis à ce que tu vas manger ce soir, puis à cette chose embarrassante que tu as faite il y a 10 ans. Ce singe ne s'arrête jamais, ne se repose jamais, ne te laisse jamais en paix. Ce comportement mental a une origine évolutive. Ton cerveau a été programmé pour scanner constamment l'environnement à la recherche de menaces, pour anticiper les dangers, pour ne jamais se reposer complètement. C'était utile quand tes ancêtres devaient éviter les prédateurs dans la savane. Mais dans le monde moderne, où les menaces physiques sont rares, mais où les stimuli mentaux sont omniprésents, ce mécanisme est devenu ton pire ennemi. Le deuxième mécanisme est l'attachement émotionnel aux pensées. Tu ne te contentes pas d'avoir des pensées, tu t'identifies à elles. Quand une pensée négative apparaît, tu ne la vois pas comme un simple événement mental passager, tu la prends pour une vérité absolue sur qui tu es. Je suis nul devient non pas une pensée que tu as, mais une réalité sur ton identité. Cette fusion entre toi et tes pensées est ce qui leur donne leur pouvoir destructeur. Le troisième mécanisme est la rumination chronique. Ton esprit rejoue constamment les mêmes scénarios, les mêmes inquiétudes, les mêmes regrets, comme un disque rayé qui ne peut pas avancer. Tu penses que tu travailles sur ces problèmes en y pensant sans cesse, mais en réalité, tu ne fais que creuser des sillons de plus en plus profonds dans ton cerveau, rendant ces patterns mentaux de plus en plus automatiques et difficiles à briser. Cette rumination est particulièrement insidieuse parce qu'elle crée l'illusion de la productivité. Ton esprit te convainc que si tu penses suffisamment à un problème, tu finiras par trouver la solution. Mais la vérité est que la rumination et la réflexion constructive sont deux choses complètement différentes. La réflexion constructive a un but, avance vers une conclusion puis s'arrête. La rumination tourne en rond indéfiniment, te drainant de ton énergie sans jamais produire de résultats utiles. Le quatrième mécanisme est l'addiction aux émotions négatives. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ton esprit peut devenir accro aux états émotionnels négatifs. L'anxiété, la colère, la tristesse, même la dépression, libèrent des cocktails chimiques dans ton cerveau auxquels tu peux devenir dépendant. Ton esprit commence alors à chercher activement des raisons de se sentir mal, créant des problèmes là où il n'y en a pas, s'accrochant à des griefs anciens, anticipant des catastrophes imaginaires, tout cela pour obtenir sa dose d'adrénaline et de cortisol. Cette addiction
est renforcé par ce que les psychologues appellent le biais de négativité. Ton cerveau est naturellement plus sensible aux informations négatives qu'aux positives. Une critique pèse plus lourd que 10 compliments. Un échec éclipse une centaine de succès. Cette asymétrie n'est pas un défaut de conception, c'était un avantage évolutif. Il valait mieux être excessivement prudent et survivre que d'être optimiste et se faire manger. Mais dans le monde moderne, ce biais te transforme en prisonnier de tes propres pensées négatives. Le cinquième mécanisme est la fragmentation de l'attention. Dans un monde d'hyperconnectivité et de stimulation constante, ton esprit a perdu la capacité de se concentrer sur une seule chose. Tu n'es plus capable de lire un livre sans vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu ne peux plus avoir une conversation sans que ton esprit divague vers autre chose. Tu ne peux plus simplement être assis en silence sans ressentir un besoin irrépressible de faire quelque chose, n'importe quoi, pour remplir ce vide. Cette fragmentation n'est pas anodine. Chaque fois que ton attention saute d'une chose à l'autre, tu paies un coût cognitif de commutation. Ton cerveau doit abandonner le contexte actuel, charger un nouveau contexte, puis revenir à l'ancien. C'est comme fermer et rouvrir constamment des dizaines d'onglets sur ton ordinateur. Cela consomme énormément de ressources et ralentit tout le système. À la fin de la journée, tu es épuisé non pas parce que tu as fait beaucoup, mais parce que ton esprit a passé la journée à sauter frénétiquement d'une tâche à l'autre. Le sixième mécanisme est ce que j'appelle la tyrannie du futur. Ton esprit passe une quantité astronomique de temps à s'inquiéter de ce qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera probablement jamais. Tu anticipes des conversations difficiles, tu imagines des scénarios catastrophes, tu te prépares mentalement à des batailles qui ne se produiront pas. Pendant ce temps, le seul moment où tu peux réellement agir, le présent, passe sans que tu y sois vraiment. Cette obsession du futur est alimentée par l'illusion du contrôle. Tu crois que si tu penses suffisamment au futur, si tu planifies assez, si tu anticipes tous les scénarios possibles, tu pourras contrôler ce qui va se passer. Mais c'est une illusion. La vie est fondamentalement imprévisible. La plupart de ce que tu anticipes avec anxiété ne se produit jamais. Et la plupart de ce qui t'arrive vraiment, tu ne l'as jamais vu venir. Le septième mécanisme est la prison du passé. L'autre face de la tyrannie du futur est l'obsession du passé. Ton esprit rejoue constamment des événements qui sont déjà terminés, des conversations que tu ne peux plus changer, des erreurs que tu ne peux plus corriger. Tu te bats contre des fantômes. Tu argumentes avec des versions fantomatiques de personnes qui ne sont même plus dans ta vie. Tu essaies de réécrire une histoire qui est déjà écrite. Cette fixation sur le passé est particulièrement destructrice parce qu'elle est totalement improductive. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tout le temps que tu passes à ruminer sur le passé est du temps volé au présent, le seul moment où tu as réellement du pouvoir. Mais ton esprit refuse de lâcher prise. Il s'accroche au passé comme un noyé s'accroche à une planche, sans réaliser que c'est cette planche qui l'empêche de nager vers le rivage. Le huitième et dernier mécanisme est peut-être le plus subtil et le plus dangereux, l'identification à la souffrance. Ton esprit construit une identité autour de tes problèmes, de tes traumas, de tes difficultés. Tu deviens la personne qui a vécu telle chose, celui qui souffre de telles conditions, la victime de une telle injustice. Cette identité devient si centrale à qui tu penses être que ton esprit résiste activement à toute tentative de guérison, parce que guérir signifierait perdre cette identité et devoir répondre à la question terrifiante. Si je ne suis pas mes problèmes, alors qui suis-je? Tous ces mécanismes travaillent ensemble pour créer ce que tu expérimentes comme le bruit intérieur. Ils se renforcent mutuellement, créant des boucles de feedback qui deviennent de plus en plus fortes. Avec le temps, plus tu rumines, plus tu renforces les circuits neuronaux de la rumination. Plus tu t'identifies à tes pensées négatives, plus ces pensées deviennent puissantes. Plus tu fragmentes ton attention, plus il devient difficile de la reconcentrer. Comprendre ces mécanismes n'est pas un exercice académique. C'est la première étape vers la libération.
Parce que tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas démonter un système dont tu ignores le fonctionnement. Maintenant que tu vois comment le chaos mental s'installe et se perpétue, tu peux commencer à le démanteler, pièce par pièce, mécanisme par mécanisme. Partie 3. Le chemin vers le silence absolu. Maintenant que tu comprends l'anatomie de ton ennemi, il est temps d'apprendre comment le vaincre. Le chemin vers le silence intérieur n'est pas une route facile. Ce n'est pas une astuce rapide que tu peux apprendre en 5 minutes. C'est une discipline qui exige de la pratique quotidienne, de la patience et une détermination absolue. Mais je te promets ceci, si tu suis ce chemin jusqu'au bout, tu découvriras une liberté que la plupart des hommes ne connaîtront jamais. La première étape est ce que j'appelle la prise de distance. Tu dois apprendre à créer un espace entre toi et tes pensées. Actuellement, tu es tellement fusionné avec ton mental que tu ne peux même pas voir qu'il y a une distinction. Tes pensées te semblent être qui tu es. Mais voici la vérité qui va changer ta vie. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe les pensées. Comment créer cette distance? Par une pratique simple mais profonde, l'observation. Commence à observer tes pensées, comme si tu regardais des nuages passer dans le ciel. Ne les juge pas, ne les combats pas, ne t'y attache pas. Observe-les simplement. Tiens, voilà une pensée anxieuse sur le travail. Voilà une pensée de regret sur hier. Voilà une pensée de peur sur demain. Nomme-les, remarque-les, laisse-les passer. Au début, cette pratique sera difficile. Ton esprit va résister. Tu vas t'identifier à tes pensées en quelques secondes, emporté par le courant avant même de réaliser ce qui s'est passé. C'est normal. C'est comme entraîner un muscle. Au début, il est faible et se fatigue rapidement, mais avec la pratique, il devient plus fort. Chaque fois que tu te surprends perdu dans tes pensées et que tu reviens à l'observation, tu renforces ce muscle de la conscience. La deuxième étape est la maîtrise de la respiration. Les anciens maîtres savaient quelque chose que la science moderne commence seulement à redécouvrir. Ta respiration est le pont entre ton esprit conscient et ton système nerveux autonome. C'est la seule fonction corporelle qui est à la fois automatique et sous contrôle volontaire. En maîtrisant ta respiration, tu peux influencer directement ton état mental. Voici une pratique puissante que tu dois intégrer à ta routine quotidienne. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et porte toute ton attention sur ta respiration. Ne la change pas, observe-la simplement. Sens l'air entrer par tes narines, remplir tes poumons, puis en ressortir. Quand ton esprit divague, et il divaguera, ramène-le gentiment à la respiration. Encore et encore et encore. Fais cela pendant 10 minutes chaque jour, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Trouve 10 minutes dans ta journée. Tu passes probablement 10 fois plus de temps à scroller tes réseaux sociaux sans réfléchir. Investis ces 10 minutes dans la pratique la plus puissante que tu puisses faire pour ton esprit. Après quelques semaines, tu remarqueras quelque chose de remarquable. Des moments de silence commenceront à apparaître, des espaces entre tes pensées, des fenêtres de clarté absolue. La troisième étape est l'élimination des stimuli toxiques. Ton esprit est comme un jardin. Ce qui y pousse dépend de ce que tu y plantes. Si tu passes tes journées à consommer des contenus négatifs, à t'exposer à des drames constants, à remplir chaque moment de silence avec des distractions numériques, tu ne dois pas t'étonner que ton jardin mental soit envahi de mauvaises herbes. Fais un audit brutal de ta consommation mentale. Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux? Quel type de contenu consommes-tu? Avec quelle personne passes-tu du temps? Quelles sont les influences qui entrent constamment dans ton esprit? Sois honnête. La plupart des hommes se mentent à eux-mêmes sur ce point, minimisant l'impact de ce qu'ils consomment, puis coupent impitoyablement. Désinstalle les applications qui fragmentent ton attention, élimine les sources de négativité constante, crée des périodes de silence total, sans téléphone, sans musique, sans podcast, sans rien. Juste toi et ton esprit. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit va hurler, te supplier de le distraire. Résiste.
Ce malaise est précisément ce que tu dois traverser pour atteindre le silence de l'autre côté. La quatrième étape est la pratique de la présence totale. Le bruit intérieur existe parce que ton esprit est constamment ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans des scénarios imaginaires. Le silence intérieur émerge quand tu es complètement présent dans l'instant actuel, pas en pensant au présent, mais en l'habitant pleinement. Comment cultiver cette présence? Par l'ancrage sensoriel. Plusieurs fois par jour, arrête-toi et active pleinement tes sens. Qu'est-ce que tu vois réellement en ce moment? Pas les pensées sur ce que tu vois, mais les couleurs, les formes, la lumière elle-même. Qu'est-ce que tu entends? Pas les pensées sur les sons, mais les sons eux-mêmes. Qu'est-ce que tu sens? Quelle est la température de l'air sur ta peau? Cet exercice peut sembler simpliste, mais ne te laisse pas tromper par sa simplicité. C'est l'un des outils les plus puissants pour couper le bruit mental. Parce que quand tu es vraiment présent dans tes sens, il n'y a pas de place pour le bavardage mental. Ton esprit ne peut pas ruminer sur le passé ou s'inquiéter du futur quand il est pleinement engagé dans l'expérience sensorielle du présent. La cinquième étape est ce que j'appelle l'acceptation radicale. Une grande partie du bruit intérieur vient de ta résistance à ce qui est. Tu ne veux pas que les choses soient comme elles sont, alors ton esprit passe des heures à argumenter avec la réalité, à souhaiter que les choses soient différentes, à te battre contre ce que tu ne peux pas changer. C'est une bataille que tu ne peux pas gagner, et chaque moment passé à la mener est un moment de souffrance. L'acceptation radicale ne signifie pas la résignation passive. Elle ne signifie pas que tu ne vas pas travailler à changer les choses que tu peux changer. Elle signifie que tu cesses de lutter contre ce qui est déjà là. Le passé, c'est passé. Accepte-le. Cette situation existe actuellement. Accepte-la. Cette émotion est présente en ce moment. Accepte-la. À partir de cette acceptation, tu peux agir clairement. Mais tant que tu résistes à ce qui est, ton esprit sera en guerre constante avec la réalité. La sixième étape est la discipline du non-jugement. Une grande partie du bruit mental est constituée de jugements constants, sur toi-même, sur les autres, sur les situations. C'est bien, c'est mal, j'aime, je déteste, je devrais, je ne devrais pas. Ce jugement constant crée une friction mentale permanente qui consume ton énergie et te garde prisonnier de ton mental. Pratique l'observation sans jugement. Remarque quand une pensée de jugement apparaît et laisse-la passer sans t'y accrocher. Cela ne veut pas dire que tu deviens amoral ou que tu perds ta capacité de discernement. Cela veut dire que tu cesses de gaspiller ton énergie mentale dans des jugements qui ne servent à rien. Tu peux encore discerner ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, ce qui est productif de ce qui est destructeur, mais sans l'attachement émotionnel et le bavardage mental qui accompagnent habituellement ces jugements. La septième étape est la pratique de l'action consciente. Le silence intérieur ne vient pas seulement de la méditation assise, mais de la qualité de présence que tu apportes à chaque action de ta vie. Que tu fasses la vaisselle, que tu travailles, que tu marches, que tu manges, fais-le avec une attention totale. Ne laisse pas ton esprit vagabonder vers 1000 autres choses pendant que ton corps fait une action. Cette pratique transforme les activités ordinaires en opportunité de cultiver le silence intérieur. Chaque moment devient une chance de renforcer ta présence, de calmer ton esprit, de t'ancrer dans le maintenant. Et progressivement, cette qualité de présence commence à s'étendre à toute ta vie. Le silence intérieur n'est plus quelque chose que tu dois chercher dans des moments de méditation formelle. Il devient ton état naturel. La huitième étape est peut-être la plus difficile. L'élimination de l'identification à l'ego. Ton ego, cette image mentale de qui tu penses être, est la source de la majorité du bruit intérieur. C'est lui qui se sent menacé par les critiques, qui a besoin de validation, qui compare constamment, qui crée des drames là où il n'y en a pas. Tant que tu es identifié à cet ego, le silence intérieur restera hors de portée. Comment transcender l'ego? En réalisant qu'il n'est qu'une construction mentale, une histoire que ton esprit se raconte sur qui tu es. Ce n'est pas ta nature profonde. Ta vraie nature est la
Conscience elle-même, ce témoin silencieux qui observe même l'ego. Quand tu t'identifies à cette conscience plutôt qu'à l'ego, le bruit mental perd automatiquement son pouvoir parce qu'il n'y a plus personne pour le croire. Cette transcendance ne se fait pas en un jour. C'est un processus graduel de désidentification où tu remarques encore et encore comment ton ego crée des problèmes, comment il déforme la réalité, comment il te maintient dans la souffrance. Et lentement, tu commences à voir à travers lui. Tu vois qu'il n'est qu'un mécanisme de survie qui a dépassé son utilité, une illusion que tu peux choisir de ne plus croire. Partie 4. La vie dans le silence absolu. Qu'est-ce qui se passe quand tu atteins réellement le silence intérieur? Ce n'est pas ce que la plupart des gens imaginent. Ce n'est pas un état de béatitude constante où tu flottes au-dessus des problèmes de la vie. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. Le silence intérieur est un état de clarté absolue. Ton esprit devient comme un lac parfaitement calme qui reflète exactement ce qui est, sans distorsion. Tu vois les situations telles qu'elles sont réellement, pas à travers le filtre déformant de tes peurs, de tes désirs, de tes croyances. Cette clarté te donne un avantage massif dans la vie parce que tu peux prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur les illusions que ton esprit agité créait constamment. Dans le silence intérieur, tu découvres une énergie que tu ne savais pas que tu avais. Tout le bruit mental consommait une quantité astronomique d'énergie. C'était comme avoir des dizaines d'applications qui tournent en arrière-plan sur ton téléphone, drainant la batterie sans que tu t'en rendes compte. Quand tu fermes ces applications, quand tu calmes le bruit, cette énergie devient disponible. Tu te sens plus vivant, plus présent, plus capable d'agir avec puissance. Tu découvres aussi quelque chose de surprenant. Tu deviens plus efficace. Pas moins. Il y a une idée fausse que le silence intérieur te rend passif, détaché, indifférent à la vie. C'est exactement le contraire. Quand ton esprit n'est pas encombré de bruit inutile, quand tu n'es pas paralysé par l'anxiété et le doute, tu peux agir avec une efficacité et une précision remarquables. Tu deviens comme un samouraï, calme à l'intérieur, mortel dans l'action. Les relations se transforment également. Quand tu n'es plus emprisonné dans ton propre bruit mental, tu peux réellement écouter les autres. Pas ce faux semblant d'écoute où tu attends juste ton tour pour parler, où ton esprit prépare déjà ta réponse pendant que l'autre personne parle. Une vraie écoute, où tu es pleinement présent à ce que l'autre dit. Cette qualité de présence est si rare que les gens la ressentent immédiatement. Ils se sentent vus, entendus, compris d'une manière qu'ils n'ont jamais expérimentée auparavant. Dans le silence intérieur, tu développes aussi ce que les anciens appelaient l'équanimité. C'est un état où tu n'es plus ballotté émotionnellement par chaque événement de ta vie. Les bonnes nouvelles ne te font pas monter trop haut, les mauvaises ne te font pas tomber trop bas. Tu maintiens un centre stable, peu importe ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stabilité. Tu peux encore ressentir des émotions, mais elles ne te contrôlent plus. Elles passent à travers toi, comme les vagues à travers l'océan, sans perturber les profondeurs. Cette équanimité te donne un pouvoir immense dans les situations difficiles. Quand les autres paniquent, tu restes calme. Quand les autres réagissent émotionnellement, tu peux répondre consciemment. Quand les autres sont submergés par le chaos, tu maintiens ta clarté. Cette qualité te fait naturellement devenir un leader, quelqu'un vers qui les autres se tournent dans les moments de crise, parce qu'ils sentent cette stabilité inébranlable en toi. Le silence intérieur transforme aussi ta relation au temps. Quand tu n'es plus constamment projeté dans le passé ou le futur par ton mental agité, tu découvres que tu as beaucoup plus de temps que tu ne le pensais. Le temps se ralentit. Chaque moment devient plus riche, plus plein, plus vivant. Tu réalises que la sensation de manquer de temps venait en grande partie du fait que tu n'étais jamais vraiment présent dans le temps que tu avais. Ta créativité explose également. Le bruit mental était comme du statique qui bloquait le signal. Dans le silence, ce signal peut passer clairement.
Les idées viennent naturellement, les solutions apparaissent spontanément, les insights émergent sans effort. Tu découvres que tu n'avais pas besoin de travailler dur pour être créatif. Tu avais juste besoin d'enlever les obstacles que ton esprit agité créait. Peut-être le plus important, dans le silence intérieur, tu découvres qui tu es vraiment. Pas l'identité que tu as construite, pas le rôle que tu joues, pas l'image que tu projettes, mais ton être essentiel. Cette découverte est à la fois terrifiante et libératrice. Terrifiante parce que tu réalises que tout ce que tu pensais être n'était qu'une construction. Libératrice parce que tu découvres quelque chose de beaucoup plus vaste et puissant en dessous. Cette essence que tu découvres dans le silence n'a pas besoin de validation externe. Elle n'est pas menacée par les opinions des autres. Elle ne se compare pas. Elle ne se sent pas supérieure ou inférieure. Elle est simplement. Cette réalisation te libère de la prison de l'ego, de ce besoin constant d'être reconnu, apprécié, validé par le monde extérieur. Dans le silence intérieur, tu développes aussi ce que j'appelle la vision pénétrante. Tu peux voir à travers les façades que les gens construisent, les jeux qu'ils jouent, les mensonges qu'ils se racontent. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. Tu vois les motivations réelles derrière les actions, les peurs cachées derrière les agressions, les besoins non satisfaits derrière les comportements destructeurs. Cette compréhension te rend à la fois plus compatissant et moins manipulable. Tu découvres aussi quelque chose de paradoxal. Plus tu cultives le silence intérieur, plus tu deviens vivant et vibrant à l'extérieur. Ce n'est pas une pratique de retrait du monde, c'est une pratique d'engagement total avec lui. Mais cet engagement vient d'un lieu de choix conscient plutôt que de réaction compulsive, d'un centre stable plutôt que du chaos mental. Le silence intérieur te donne accès à une forme d'intelligence qui dépasse le mental rationnel. Ce n'est pas que tu deviens irrationnel, c'est que tu as accès à des informations que le mental bruyant ne peut pas percevoir. Les anciens appelaient ça l'intuition, la sagesse, la connaissance directe. Dans le silence, tu peux sentir la bonne direction à prendre sans avoir à analyser rationnellement chaque option. Tu développes une confiance dans cette guidance intérieure qui remplace le besoin de certitude externe. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, avec des hauts et des bas, des percées et des rechutes. Il y aura des jours où le silence vient facilement et des jours où le bruit revient en force. C'est normal. Ce n'est pas un échec, c'est le processus. L'important est de continuer la pratique, jour après jour, même quand ça semble ne mener nulle part. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Le silence intérieur cesse d'être quelque chose que tu dois atteindre et devient ta nature fondamentale. Le bruit peut encore apparaître, mais il ne te domine plus. Tu as un lieu en toi où tu peux toujours revenir, un centre silencieux qui reste inébranlable, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est là que tu deviens vraiment libre. Pas libre au sens où tu peux faire tout ce que tu veux sans conséquence, mais libre intérieurement. Libre du besoin de contrôler tout. Libre de la peur du jugement des autres. Libre de l'anxiété du futur et du regret du passé. Libre de vivre pleinement dans chaque moment, de répondre à la vie consciemment plutôt que de réagir compulsivement. Cette liberté est ton droit de naissance. C'est ton état naturel. Le bruit mental n'est qu'une habitude que tu as développée, un conditionnement que tu peux défaire. Il n'y a rien de cassé en toi qui a besoin d'être réparé. Il y a juste des couches de bruit qui doivent être enlevées pour révéler le silence qui a toujours été là, en dessous. Le monde a besoin d'hommes qui vivent dans ce silence intérieur. Pas de moines retirés dans des grottes, mais d'hommes actifs dans le monde qui portent ce silence avec eux. Des hommes qui peuvent rester calmes dans le chaos, clairs dans la confusion, stables dans la tempête. Des hommes qui agissent consciemment plutôt que réagissent compulsivement, qui construisent plutôt que détruisent, qui élèvent plutôt que rabaissent. Tu peux être l'un de ces hommes. Le chemin est devant toi.
Il ne demande pas de talents spéciaux, de ressources extraordinaires ou de circonstances parfaites. Il demande seulement une chose, la volonté de commencer aujourd'hui et de continuer chaque jour, peu importe quoi. La volonté de s'asseoir dans le silence même quand ton esprit hurle. La volonté de revenir au présent encore et encore, même quand ton mental t'entraîne ailleurs. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin le plus important que tu puisses entreprendre, parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a pas juste un esprit plus calme ou une vie moins stressante. Il y a la réalisation de qui tu es vraiment, la libération de la prison mentale dans laquelle tu as vécu toute ta vie, la découverte d'une puissance et d'une paix qui dépassent tout ce que tu as pu imaginer. Le silence t'attend. Il a toujours été là, patient, immuable, inébranlable. Il ne va nulle part. La seule question est, quand vas-tu arrêter le bruit assez longtemps pour l'entendre ?